talk de ce matin qui était vraiment de haute qualité. J'ai vraiment beaucoup appris. Et c'est vraiment, honnêtement, que j'espère ne pas vous décevoir. Aussi, pour mon français, parce que je ne suis pas habitué à parler en français, malgré que c'est ma langue maternelle. Oui, tout ça pour dire que j'utilise un petit peu de mon français parce que d'un côté c'est ma langue maternelle, de l'autre côté je pratique très peu. Je suis assez ouvert à la critique, mais la seule critique que je n'ai pas appréciée après un demi-talk, c'est quelqu'un qui m'a dit « Point suisse-allemand, vous parlez pas mal de français. » Donc, c'est vraiment parce que je ne suis pas habitué, parfois je cherche un petit peu mes mots en français. De l'autre côté, si je vous parle en anglais, les mauvaises langues disent que ça sonne aussi français, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Donc on va parler du... Je vais dire encore le titre. Je ne sais pas qui c'est qui l'a défini ce titre, mais il est très joli. Hein. J'ai presque envie de m'arrêter dessus. Mais on va commencer un peu mal, on va commencer avec les feux de l'enfer. C'est là que je suis entré, je vais un petit peu comme ça, indirectement, historiquement. Et en ce moment, on est vraiment sur le doux réchauffement climatique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas sur le doux réchauffement. Et c'est avec ça que je vais finir. Et pour ceux qui m'ont déjà peut-être entendu, il y aura des nouvelles données qui ne sont pas encore publiées, mais il faut un petit peu patienter. Donc on commence par là où on est entré un petit peu dans tout ça, où on essaie de comprendre un petit peu pourquoi la cellule bêta arrête de fonctionner dans le cadre du diabète type 2. Et on a commencé très simplement par des coupes histologiques qui étaient de mauvaise qualité, mais c'est ce qu'on avait à l'époque. Et on voit en rouge dans ces sections de malades du diabète type 2 que l'IL1β est exprimé chez les malades du diabète de type 2. On a fait ça aussi chez l'animal, on voit là déjà mieux. C'est aussi un diabète beaucoup plus fort que ces Tannois orisons ont. Mais la raison aussi pour laquelle je vous montre ça, c'est que vous avez ici des animaux qui sont donc sous énergie normale, enfin qui mangent normalement. Là, ils ont une high fat diet. Et puis, il y a une expression assez forte de l'IL1β dans ces îlots. Et si on leur donne un inhibiteur du SGLT, la florizine, on baisse donc la glycémie. Et comme on baisse la glycémie, on baisse l'inflammation. C'était pour nous la façon de prouver que directement le glucose induit une inflammation. C'était le but de cette expérience qui était vraiment de montrer le lien entre l'inflammation et le métabolisme. Et je me souviens à l'époque, on avait fait cette expérience en 2002, on avait dit, c'est amusant ce produit, ça fait de la glucosurie, puis quelqu'un avait dit dans la ronde, ouais, on peut le donner comme médicament, je dis, ouais, c'est ridicule. Entre deux, vous savez que le médicament qui a le plus grand succès en ce moment, c'est les inhibiteurs du SGLT2. Donc, pour montrer plus d'une fois, je me suis trompé. Mais donc, pour revenir à mon sujet, donc, ça montre quand même qu'il y a un lien direct entre le glucose et le SGLT2 et l'inflammation. Et on a allé un petit peu plus loin en regardant un petit peu plus près les sections du diabète de type 2. Et puis, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a aussi des macrophages dans ces îlots. Et en fait, si rétrospectivement on regarde une section d'un îlot, ce qu'on savait déjà depuis très longtemps, c'est qu'il y a des déposits d'amyloïdes, donc la fibrose. Et qu'est-ce que c'est la fibrose? C'est toujours la fin d'un processus inflammatoire. Donc en fait, déjà depuis très longtemps, indirectement, on avait réalisé qu'il y avait une inflammation dans les îlots du diabète de type 2, mais ça n'avait pas été vraiment mis dans son contexte. Et dans ce travail-là, on a aussi montré qu'il y avait des macrophages qui étaient là. C'est à l'époque encore assez difficile à convaincre les gens. On a eu pour ce papier 7 reviewers qu'on a le droit de répondre à tous. Je sais qu'ils soient convaincus, ce qui fait que c'était un des articles les plus longs probablement publiés dans le diabète. Je ne vous pudierai jamais de tout lire, mais c'était pour répondre à toutes les critiques et pour vraiment convaincre qu'il y a une inflammation dans les îlots entre deux. Le concept est bien établi. On connaît aussi de mieux en mieux le mécanisme. Et dans ce mécanisme, ce qui paraît très très central, c'est l'inflammasome. Où c'est qu'il est ici. L'inflammasome, qui paraît vraiment être un senseur de tout du stress métabolique et entre autres, il réagit finalement
après tous les stress métaboliques qui réagissent au NO, donc pour revenir à ce qui a été discuté avant, l'inflammasome, probablement que ce qui fait l'induction finalement de l'inflammasome, c'est le NO, mais avant ça, il y a tout le métabolisme, soit du glucose, soit des acides gras, soit du cholestérol, et tout ça est vraiment sensé dans les différents tissus par probablement les macrophages, mais aussi d'autres cellules, et qui induisent cette INA-bêta qui, si elle est trop induite, est pathologique, ce qui nous a fait amener à une étude clinique où on a essayé donc directement de bloquer cette interleukine 1-bêta, et en le faisant de façon donc très précise d'intervenir dans l'inflammation, on a amélioré la glycémie, mais ce qu'on a aussi amélioré, c'est la sécrétion de la cellule bêta. On l'a fait par différentes manières pour le montrer. Et ce qu'on a aussi montré dans cette étude, pour la première fois dans le contexte métabolique, c'est qu'en inhibant l'IN-bêta, cette inflammation systémique qui est donc activée dans tous les tissus est aussi baissée, et il y avait donc une baisse aussi du CRP, ce qui a donné une raison pour les cardiologues qui étaient déjà en train de travailler aussi sur l'inflammation, une raison pour faire l'étude CANTOS qui est sortie il n'y a pas longtemps, et où de nouveau on a bloqué l'inflammation dans des malades qui avaient un CRP élevé, donc qui avaient cette inflammation chronique, et on a pu montrer que ça prévient les maladies cardiovasculaires, mais ça prévient aussi, et je crois que c'est intéressant pour les endocrinologues ici, ça prévient aussi l'insuffisance cardiaque qui entre-temps est clairement montrée comme la complication probablement la plus importante finalement du diabète, et de la même manière que les SGLT2 inhibiteurs préviennent l'insuffisance cardiaque, probablement par le même mécanisme aussi, en baissant le glucose, donc en baissant l'inflammation, on prévient aussi l'insuffisance cardiaque. Quand je présente donc ça au point de vue clinique, la question qui se pose toujours, c'est la question de la sécurité. Je crois que c'est une des choses importantes de cette étude de CANTOS, c'est qu'en tous les malades ont reçu pendant 4 ans des anticorps contre l'IN-bêta avec une injection tous les 3 mois, et finalement on a vu très très peu d'effets secondaires. Il y a eu chez des malades qui étaient en infection grave une augmentation borderline significante de la mortalité, probablement parce qu'on a sous-estimé l'inflammation, parce que comme il y a une baisse du CRP, alors on ne réalise peut-être pas jusqu'à quel point les gens sont inflammés, mais si on regarde en tout, il y a une baisse de la mortalité pour d'autres raisons, comme par exemple le cancer, sur lequel je ne vais pas entrer, mais qui est très clairement lié aussi à tout ce système, plus encore tous les effets autres bénéfiques sur lesquels je vais dire encore juste un mot. À l'intérieur de CANTOS, qui n'était pas une étude primaire pour les diabètes, on a quand même pu analyser les diabétiques, ce qui a permis après de faire une méta-analyse, et qui, dans cette méta-analyse, a montré que si on prend toutes les études, et maintenant il y en a eu, combien c'en est, je crois une dizaine, où on antagonise l'IN-bêta dans le contexte du diabète, clairement il y a une amélioration de l'HbA1c. Mais ceux de nouveau qui suivent un petit peu le métabolisme du diabète, de plus en plus, l'HbA1c, donc la baisse de la glycémie en soi, n'est plus tellement vue comme centrale. Ce qu'on regarde vraiment, c'est ce qu'on appelle les endpoints, c'est-à-dire de vraiment voir dans les maladies, est-ce qu'il y a une amélioration ou pas de la maladie. Donc, d'antagoniser l'IN-bêta prévient les maladies cardiovasculaires, je vous l'ai montré. Et maintenant, il y a différentes études qui se font sur la base de cette très jolie étude, qui est une toute petite étude, mais préliminaire, qui a montré que la rétinopathie est aussi améliorée avec l'antagonisme de l'IN-bêta. Comme je dis, il y a d'autres études qui sont en cours là-dessus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'association du diabète avec d'autres maladies métaboliques, entre autres la goutte. On dit goutte en français, oui.
qui est une maladie dans son principe, qui a exactement le même pathogénèse que j'ai dit avant, le uric acid, comment on dit en français? L'acide urique. L'acide urique, c'est pas si compliqué en fait. L'acide urique est un des inducteurs aussi très forts de l'inflammasome. Si vous donnez un antagoniste de l'IL-1 à un malade qui a la goutte, en quelques heures, il n'y a rien de plus efficace que ça. Sa goutte est améliorée, c'est des études qui ont été bien montrées pour des raisons, et c'était même approuvé en fait dans différents pays. Pour des raisons économiques, ce n'est pas introduit chez les malades, mais c'est quelque chose que nous et d'autres on fait assez régulièrement avec l'anakinra, donc qui est l'antagoniste de l'IL-1RA. On donne ça, et on le donne particulièrement que le malade a en même temps un diabète, parce que là vous avez deux indications en même temps. Et ça a été montré dans cette étude, mais comme j'ai au moins une trentaine de malades qu'on a traités comme ça, où vous donnez donc l'anakinra, donc l'antagoniste de l'IL-1, et ça améliore la goutte en quelques heures, et le diabète s'améliore aussi, ce qu'on voit ici dans cette étude. Une autre association, c'est l'arthrite, de nous, rheumatoid arthritis. Il y a qu'à merci. J'y arriverai pas. Rheumatoïde arthrite. Arthrite rheumatoïde. Parce que là, on n'est pas habitué. L'arthrite rheumatoïde. Je fais bien un académicien. L'arthrite rheumatoïde qui est fortement associée aussi au diabète. Et il semble, et c'est une des leçons de cette étude dont je vais vous dire un mot, il semble qu'il y a à l'intérieur des malades qui ont une arthrite rheumatoïde différentes formes un petit peu, et une est particulièrement associée avec le diabète, et celle-là semble répondre particulièrement bien à l'antagonisme du IL-1. Ceux qui sont rhumatologues parmi vous, des connaissances en rhumatologie, vous savez que l'antagonisme du IL-1 n'est pas très efficace de façon générale chez les malades qui souffrent de cette forme d'arthrite. Mais s'ils ont un diabète, et c'est ce qui est dans cette étude-là, si on leur donne un IL-1, un antagoniste IL-1, il est aussi efficace, si ce n'est plus qu'un antagoniste du TNF, qui est beaucoup plus efficace. Et en plus, et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, où ils ont donc randomisé des malades qui avaient le diabète et une arthrite rheumatoïde, à donner soit un antagoniste de l'IL-1, donc l'anakinra, soit un inhibiteur du TNF. Et un petit peu à ma surprise, je veux dire, l'antagoniste du TNF n'a pas fait beaucoup de choses sur la glycémie. Par contre, il y a eu un effet très profond de plus 5% sur l'HbA1c. Et ces malades-là ont profité particulièrement aussi, justement, pour la maladie de l'arthrite. En fait, numériquement, même plus que le TNF, mais la différence n'était pas significative. Donc, si je résume cette partie plutôt clinique et plutôt feu de l'enfer, je crois qu'on peut dire qu'avec un traitement anti-IL-1 chez les malades métaboliques, on peut améliorer les maladies cardiovasculaires, on peut améliorer l'insuffisance cardiaque, on améliore aussi la glycémie, on améliore aussi la fonction de cellules bêta, et puis toutes ces maladies associées que je vous ai dit, donc la goutte, l'arthrite, aussi certaines formes de cancer, il y a pas mal de choses qui se font en ce moment aussi là-dessus. Tout ça est aussi amélioré, il n'y a pas d'hypoglycémie. Si on utilise un anticorps contre l'IL-1, on peut faire une injection tous les 3 mois. Et puis, il y a encore peut-être d'autres bénéfices qui en ce moment en partie sont investigués. La limitation, c'est des infections sévères. Pour le moment, il y a une question aussi de prix. Pour le moment, il y a aussi, et ça je pourrais vous parler pendant 2 heures là-dessus, tout le business avec les compagnies qui ont une façon un petit peu différente des cliniciens de penser, parfois pour des raisons rationnelles, parfois pour des raisons un petit peu moins rationnelles. Enfin, tout ça pour dire donc la place du traitement anti-inflammatoire et en particulier anti-IL-1 dans le contexte du diabète. Maintenant, ce qui nous intéresse en fait, c'est en plus que le traitement, c'est le côté physiologique qui a déjà été dit avant et de tout le système immunitaire et
du métabolisme. Ici, c'est un slide qui focus simplement sur la cellule bêta, et pour des questions de temps, je ne peux pas entrer dans le détail, mais on a montré entre autres qu'un IL-6 stimule spécifiquement le GL1 qui, comme vous le savez, influence la cellule bêta. L'IL1 bêta, et ça j'en dis tout de suite, a aussi un côté bénéfique. Et puis après, il y a d'autres cytokines qui jouent un rôle. Mais je vais focuser maintenant sur cette partie-là. Et c'est sur un travail qui a été publié il y a 2 ans, donc je ne vais pas aller trop longtemps dessus parce que je vais montrer des données un peu plus récentes là-dessus. Mais l'idée qu'on avait un petit peu dans ce travail, et je vous montre juste le summary slide et 2-3 données dessus, c'était de comprendre un petit peu ce qui se passe comme inflammation dans la situation après avoir pris un repas. Et ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que quand on prend un repas, d'un côté, il y a un stress métabolique parce qu'on a beaucoup de nutriments qui entrent dans le corps, mais en même temps, il y a une ouverture du corps par rapport à toutes les bactéries, toute la flore intestinale, mais aussi externe. Et le système immunitaire, il doit faire 2 choses. Le système immunitaire, le corps doit faire 2 choses. D'un côté, il doit donc distribuer de façon adéquate la nourriture, mais en même temps, il doit distribuer de façon adéquate ou répondre à ces bactéries et tous les microbes qui viennent avec. Et dans ce travail, on a donc montré que pour ça, il y a une communication assez intime entre le chef du système immunitaire, ou le premier répondeur de tout ça, qui est le macrophage, et de l'autre côté, la cellule bêta, qui elle est la responsable un petit peu du tout le métabolisme. Et juste conceptuellement, comme ça, si on pense à une réponse immunitaire, il faut beaucoup d'énergie pour ça, et on oublie souvent combien d'énergie on a besoin pour activer le système immunitaire. Pour ceux qui connaissent les images PET, donc Positional Imaging Tomography, où on montre le glucose dans le corps, dès que vous avez une infection, et ben là-bas, c'est là que ça va s'éliminer. C'est-à-dire que ça montre jusqu'à quel point beaucoup de glucose est utilisé à des endroits d'infection. Et pour pouvoir justement développer une réponse immunitaire, il faut beaucoup d'énergie. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle, dans des situations de famine et beaucoup d'épidémies, c'est pas seulement pour des questions d'hygiène ou comme ça, comme on le croit, mais c'est simplement parce que si le corps a un nombre limité de calories, eh ben, il doit l'utiliser pour le minimum pour survivre, et il ne peut plus se permettre de monter une réponse immunitaire qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est un petit peu le concept qui a là derrière, où on montre aussi justement que autant l'insuline et l'IL1 répartissent un petit peu la nourriture suivant les besoins dans le système immunitaire ou dans les organes plutôt métaboliques. Et ce qu'on a montré, c'est la seule chose sur laquelle j'ai un petit peu insisté, c'est que l'IL1 bêta, de façon aiguë et pas chronique, elle stimule la sécrétion de l'insuline. Et là, je vais vous montrer. La première chose qu'on a montré, c'était d'avoir dans les souris que chaque fois qu'on prend qu'une souris mange, juste après la nourriture, une demi-heure après, pendant au moins tout le temps qu'elle mange, eh bien, il y a une augmentation de la circulation de l'IL1 bêta. C'est des concentrations tout petites, mais on a fait beaucoup d'efforts pour montrer qu'elles sont réelles, que ce n'est pas des fausses mesures, mais chaque fois qu'il y a une nourriture, il y a une petite augmentation de l'IL1 bêta, et c'est la même chose aussi chez les humains. Je vais vous montrer après juste 1 ou 2 slides pour vous montrer que c'est aussi chez l'humain comme ça. Et puis, cette IL1 bêta, eh ben, elle est responsable en partie de la sécrétion de l'insuline. Si vous prenez un animal qui n'a pas la possibilité de faire de l'IL1 bêta, eh ben, pendant la phase résorptive, donc pendant qu'on mange, il y a moins d'insuline qui est produite. Et on a fait ça avec différentes méthodes pour montrer que c'est vraiment comme ça. Donc, juste après une nourriture, on a besoin d'IL1 bêta pour faire de l'insuline. Et on était un petit peu étonnés à ça parce qu'on avait dans le contexte tout le côté négatif de l'IL1 bêta. Donc on a fait des tests in vivo où on a donné de l'IL1 bêta, et vous voyez, ça stimule un petit peu l'insuline ici. Après, on donne du glucose, et puis à ce moment-là, il y a une très forte stimulation
de l'insuline est beaucoup plus fort que ça fait au moins une dizaine d'années que je fais des expériences comme ça. On n'a jamais vu quelque chose qui stimule aussi fortement l'insuline que la combinaison glucose-IL-1-bêta. Et juste pour dire, si vous prenez par exemple GLP-1, ça va arriver environ ici, mais jamais aussi haut. Mais ça a quelque chose en commun avec les hormones incrétines où l'hormone, dans ce cas-là, la cytokine IL-1-bêta stimule un petit peu l'insuline, mais il faut avec le glucose, et à ce moment-là, il y a une stimulation très, très forte. Donc c'est une glucose dépendante stimulation à l'insuline similaire au GLP-1, mais avec un mécanisme complètement différent et indépendant de GLP-1. Maintenant, on s'est demandé si ça c'est quelque chose qui est juste chez les animaux, si c'est quelque chose chez l'homme. Et pour répondre à ces questions, on a pris une situation très spécifique qui est la situation des malades après des chirurgies bariatriques, où on sait que ces malades-là, dans un certain nombre de cas, ont des hypoglycémies très sévères juste après avoir pris une nourriture. Et ce qu'on a supposé, on s'est dit que chez ces malades qui font donc des hypoglycémies, il y a, parce que la nourriture descend beaucoup plus vite dans les intestins, il y a une augmentation assez forte du glucose, et on a proposé que ce glucose va stimuler l'IL-1 et que cet IL-1-là, après, va être responsable pour la réponse exagérée de l'insuline et qui va causer l'hypoglycémie. Et pour tester cette hypothèse, on a donné 2 traitements à ces malades. Donc, c'était randomisé en 3 groupes. Un inhibiteur de GLP-2, 2 antagonistes de l'IL-1, 3 les doubles placebos, les 2 crossover, en se disant que si on éliminait le pic du glucose en donnant l'inhibiteur SGLT2-1, on va peut-être avoir un peu moins de glucose, donc on aura un petit peu moins d'IL-1, et on aura un petit peu moins d'insuline, on aura moins d'hypoglycémie. Et la même façon de penser en allant downstream, en bloquant directement l'IL-1 et pour make a long story short, ça a marché de façon assez impressive, et les malades avaient beaucoup moins d'hypoglycémie si vous comparez ça avec ça sous IL-1 et SGLT2. Ça s'est aussi montré au point de vue sécrétion d'insuline, donc dans les 2 mécanismes, il y a eu moins d'insuline. C'est un petit peu contre-intuitif de tout ce que je vous ai dit avant. On traite les diabétiques avec les SGLT2, on traite les diabétiques avec les anti-IL-1, mais on traite aussi l'hypoglycémie en fait, parce qu'on augmente cette exagération de l'insuline, on bloque cette exagération de l'insuline, et je reviendrai après dans une minute là-dessus. Et donc tout ça était statistiquement significatif. Et on a aussi montré, je ne vais pas entrer maintenant dans le détail, que si on regarde les monocytes de ces malades, c'est les monocytes justement qui réagissent de façon exagérée au glucose et qui font une réponse exagérée à l'IL-1-bêta. Je vais conclure donc par ce que je vous ai montré maintenant, donc que les macrophages qui font de l'IL-1-bêta, ils ont quelque chose en commun avec les hormones incrétines, que le glucose, donc, il induit l'IL-1-bêta et puis il participe à l'hypoglycémie après la bariatrie, la chirurgie bariatrique. Et juste en passant, non, je l'ai redit comme ça, et donc on peut le bloquer soit avec un SGLT2 inhibiteur, soit avec un antagonisme. Et entre-temps, on a un certain nombre de malades, je crois qu'ils en ont 6 ou 7 qui, de façon chronique, on les traite avec des SGLT2 inhibiteurs, c'est plus meilleur marché, plus facile que de donner un organisme à l'IL-1. Et ils ont vraiment presque plus d'hypoglycémie, une grande amélioration de la qualité de vie. Maintenant, la question c'est comment on réconcilie les 2 choses. Le côté négatif et le côté positif de l'IL-1. Et là, ce qu'on pense, c'est qu'une des raisons pourquoi bloquer l'IL-1 dans un contexte de diabète est bien, c'est pas tellement pour les protéger des effets toxiques de l'IL-1-bêta, mais c'est pour éviter que la cellule bêta travaille tout le temps trop. Il y a un vieux concept qui a été montré il y a une vingtaine d'années par un certain nombre de personnes, que si on bloque la sécrétion de l'IL-1-bêta, on améliore le diabète. Un petit peu comme dans l'insuffisance cardiaque, quand on donne des bêta-bloqueurs,
on améliore aussi l'insuffisance cardiaque, ce qui de façon spontanée paraît un petit peu contre-intuitif parce qu'on a une insuffisance cardiaque et qu'on bloque encore le cœur, mais c'est parce que le cœur il travaille tout le temps, et après quand on a besoin de lui, il n'arrive pas à faire plus d'efforts. C'est la même chose un petit peu ici, on bloque la cellule bêta pour pas qu'elle augmente tout le temps de travailler tout le temps à son maximum parce qu'on est obèse, donc on travaille tout le temps au maximum, donc on la calme un petit peu et après elle a un petit peu plus de réserve. Et en plus de ça, ce que j'ai dit avant, c'est que dans les différents tissus, il y a de l'inflammation et c'est là qu'on peut le bloquer. Je vais finir avec ça en disant que c'est un petit peu là où on voit l'anti-bêta, c'est d'un côté de bloquer cet hyperinsulinisme que mon ami Marc Pelkey, et je vous invite fortement à lire d'ailleurs ces revues là-dessus, montrent de façon très intelligente qu'il y a un hyperinsulinisme dans le diabète et puis que la sensibilité en fait à l'insuline n'est pas forcément quelque chose de bien. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous ne l'avez pas déjà invité, il faut l'inviter pour qu'il présente ses thèses lui-même, mais c'est juste parce qu'il y a un ami commun qui est présent que je veux le dire. Il faut que je dise comme une minute dessus, parce que c'est vraiment assez génial ce qu'il a dit. Vous me donnez encore une minute? Non? Ok. Alors, lisez Marc Pelkey. Et puis c'est là que je place une thérapie. Alors, je vais arrêter là-dessus juste en disant merci à tous mes collaborateurs. Alors la présentation est ouverte pour une ou deux questions. Marc, une super présentation. On sait très bien la communication qui est entre le stress oxydant et l'inflammation. Les deux sont des partenaires inséparables. Et si on regarde l'inflammation, avant lui, en amont, il y a les ROS. Et puis par la suite, bon, il y a les ROS, il y a l'inflammation, puis il y a l'interleukine. Si on bloquait les ROS, est-ce qu'on ne ferait pas une meilleure affaire pour essayer d'arrêter en début de sécrétion d'insuline? Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est la meilleure manière d'arrêter. Je crois que là, le jeu est ouvert. On a été un petit peu chanceux parce qu'on a eu ces antagonistes de l'INA qui étaient déjà sur le marché et on a pu les utiliser. Ce ne serait pas du tout mon propos de dire que c'est la meilleure manière de bloquer l'inflammation. Je crois que là, il y a encore beaucoup à faire. Cette relation ambivalente, je parle de l'espèce de couteau à deux tranchants avec l'interleukine 1. Vous avez également publié des très beaux travaux sur l'interleukine 6, le petit frère. Notamment, vous avez une diapo qui parlait de l'exercice. Je sais que ce n'était pas le but de votre présentation, mais pourriez-vous nous résumer courtement un peu, parce que c'est vraiment fascinant cette histoire des IL-6 également, dans le contrôle de la sécrétion d'insuline. Oui, alors l'IL-6, c'est basé en fait, au premier parce qu'on travaille toujours sur l'IL-1, puis beaucoup de gens disent essayez de faire quelque chose d'autre, faire l'IL-6, mais après je reviens quand même à l'IL-1. Mais l'IL-6, c'était partie de l'observation de Marc Mario et Peterson que quand un muscle travaille de façon physiologique, il produit l'IL-6. Et si on appelle l'IL-6 une cytokine, c'est un petit peu parce que les immunologues l'ont découvert avant. Et cette IL-6, de façon très précise, stimule le GLP-1, ce qui fait beaucoup de sens parce que pendant l'exercice, comme le GLP-1 ne va pas stimuler l'insuline parce qu'il n'y a pas de glucose élevé, mais il va avoir un effet trophique sur les cellules bêta. Et après l'exercice, on a besoin de plus d'insuline pour se replénifier. Et c'est là que le GLP-1 qui a été induit par l'IL-6 joue un rôle. C'est là où on voit la chose. Mais je crois que là où on peut vraiment insister, c'est sur le fait qu'il y a un effet physiologique. Il ne faut jamais négliger le temps. Il faut vraiment regarder à différents temps pour voir les effets négatifs ou positifs de ces cytokines. Ça aussi, tout à fait. Tout à fait. C'est une question tout à fait pratique. Les inhibiteurs de l'IL-1, vous les donnez quand dans la journée par rapport au repas? Par rapport au repas. Au repas. Alors, les meilleurs inhibiteurs, c'est les anticorps, sinon on les donne une fois tous les 3 mois. Donc ils ont un traitement. Maintenant, l'IL-1RA,
on a donné le matin parce que c'était simplement pratique. Mais si on voulait vraiment bloquer le repas comme dans cette étude à la fin, ça c'était simplement, on a donné 2 heures avant en fait. C'est là qu'on a appris un pic. Donc 2 heures avant le repas, on a donné l'IMRA, et puis après 2 heures après on a le mois de l'eau du site. Merci Marc.